Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Bonsoir Saveria Rojac. Bonsoir Pierre-Henri. La une de l'actualité, Bernard Kouchner, il est attendu en République démocratique du Congo pour tenter de trouver une issue à l'offensive rebelle dans l'est du pays. Sur place, la situation sanitaire est catastrophique. Nicolas Sarkozy apporte son soutien au président congolais Joseph Kabila. Une victoire pour les droits d'auteur. Christine Albanel se réjouit du vote quasi unanime du Sénat contre le piratage Internet. Hier soir, les socialistes ont mêlé leur voix à celle de la majorité sénatoriale. Et puis, ces ultimes opérations séduction pour les deux candidats à la Maison-Blanche à 4 jours du vote, Barack Obama et John McCain, chassent les suffrages dans les États clés du pays. Et je vous le disais à la une de l'actualité, eh bien, c'est Internet, le Sénat qui a adopté hier soir à la quasi-unanimité, eh bien, cette loi anti-piratage. Saveria. Finalement, le principe de riposte graduée est maintenu. Le texte prévoit de couper la connexion d'un fraudeur en cas de récidive. Christine Albanel, la ministre de la Culture, parle de victoire pour le droit d'auteur. Élise Ecardi. L'affaire aura été pliée dans la journée. Les sénateurs avaient prévu 2 jours supplémentaires la semaine prochaine pour la suite de l'examen. Inutile. À la sortie, même la ministre concède qu'elle ne s'attendait pas à un tel plébiscite. Non, pas à ce point. J'espérais qu'en effet il n'y ait pas d'opposition. Je sais par ailleurs que beaucoup de parlementaires sont très conscients de ce qui se joue aujourd'hui. Ils savent que quasiment 500 000 téléchargements chaque jour de films de façon illégale, c'est grave pour le cinéma. Tous les groupes politiques, PS compris, ont voté en faveur de la loi. Seul le groupe communiste s'est abstenu. Je le dis comme je le pense, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dans ce débat quasi joué d'avance, il n'y a guère que la question de la coupure de l'accès Internet, contestée par la Commission des affaires économiques, qui aura suscité un peu de débat. Cet amendement n'a rien de révolutionnaire. Simplement, il entend substituer à la coupure de l'Internet une amende. Bien sûr que l'amende, c'est facile, mais l'amende, c'est une vieille recette pour un débat dans l'énergie, dans l'économie numérique, qui n'a rien à voir avec les vieilles recettes. Et je pense, pour le coup, qu'il faut qu'on en reste à ce qui était prévu dans le projet de loi. La polémique aura été de courte durée. L'amendement Retailleau, massivement rejeté, 297 voix contre, 15 pour. Et le principe de la coupure de la connexion Internet est donc maintenu. Je crois que j'ai fait vivre le débat. C'était un peu fait pour. C'était pas fait pour. Non, c'était pas du tout un calcul, c'était pas du tout un effet de théâtre. J'ai des convictions et je les soutiens jusqu'au bout. Et voilà, j'espère que le débat va vivre aussi à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il reste aussi du travail pour l'Assemblée nationale. Le projet de loi final prévoit également d'inciter au développement de l'offre légale et d'accélérer la mise à disposition d'un film après sa sortie en salle. Alors on a compris, le principe de la coupure est donc maintenu, mais est-ce possible techniquement? Oui, pour les professionnels, ce cas de figure sera difficile à mettre en place. Explication Anne-Louise Deran. Fournisseurs et internautes peuvent souffler. La coupure ne serait pas totale. L'amendement prévoit plutôt une coupure partielle qui permet aux fraudeurs privés d'Internet d'avoir accès à sa messagerie. Pour certains fournisseurs d'accès, c'est faisable, mais cette coupure au cas par cas serait bien trop coûteuse pour le consommateur. En matière d'Internet, beaucoup de choses sont possibles, mais après il faut le ramener au prix, au temps que ça prend. Si on a en France l'Internet le moins cher au monde, 29,99 pour avoir tout, la télévision, le téléphone, c'est parce que c'est très simple. Il y a une seule offre, c'est la même pour tout le monde. Dès qu'on va commencer à devoir gérer le cas particulier, on va tomber sur des choses qui sont très chères. Du coup, pour certaines associations d'internautes, la solution serait de limiter le débit. Le téléchargement deviendrait alors impossible. Si on limite le plot, donc c'est-à-dire l'émission sur Internet, concrètement on peut lire ses emails, on peut regarder des vidéos sur Internet, on peut profiter pleinement de son accès à Internet. Par contre, on aura extrêmement de mal à envoyer des pièces jointes, à faire du peer-to-peer. Mais pour le ministère de la Culture, cet accès limité n'est pas suffisant car la messagerie peut en fait permettre de pirater des fichiers musicaux en pièces jointes. Bref, la coupure partielle, un projet alors qui s'avère peut-être trop ambitieux aujourd'hui pour faire face au téléchargement illégal. Il y aurait bien une prime transport. L'Assemblée nationale l'a votée hier soir. Les députés l'avaient pourtant supprimée avant de se faire taper sur les doigts par le gouvernement. La prime est même étendue aux abonnements vélo. Les salariés de la CAMIF, ils sont en colère. Ils ont défilé à Paris devant le ministère de l'économie et des finances. Ils réclament le retrait du plan de licenciement, un plan qui prévoit 900 suppressions d'emplois. Ségolène Royal s'est jointe cet après-midi aux manifestants.
Voilà, c'est la première victime de l'hiver. Un homme a été retrouvé mort de froid en début de semaine dans le bois de Vincennes. On l'a appris aujourd'hui. Âgé de 47 ans, le sans domicile fixe vivait dans une tente. Une enquête a été ouverte. Légère remontée des bourses aujourd'hui. Paris clôture en nette hausse de 2,33% et Londres gagne 2%. Et puis le Conseil constitutionnel, il fête cette année ses 50 ans. Créé à l'initiative du général de Gaulle en 1958, ce Conseil des sages est le garant de la Constitution. Mais au fil du temps, son rôle est devenu de plus en plus politique. Camille Jean Marchal. Réformé cet été par Nicolas Sarkozy, le Conseil constitutionnel a beaucoup évolué en 50 ans. Garant de la constitutionnalité des lois, il ne pouvait être saisi que par les plus hauts personnages de l'État. C'est en 1974 que sa saisine est étendue à 60 députés ou 60 sénateurs, ce qui aura pour conséquence de permettre à l'opposition de faire barrage à la majorité. Il y a effectivement une utilisation tacticienne et politicienne du Conseil constitutionnel par l'opposition, bien évidemment. Certaines de ces décisions sont donc de véritables camouflets pour certains ministres. Exemple, en février dernier, lorsque certains articles de la loi Dati sur la rétention de sûreté furent jugés contraires à la Constitution. Pour autant, le Conseil constitutionnel ne prend pas de décision politique. Le raisonnement du Conseil constitutionnel, comme celui des autres juges constitutionnels, n'est pas un raisonnement politique en termes de majorité ou d'opposition, en termes de c'est bon ou ce n'est pas bon. C'est un raisonnement qui se fonde sur la cohérence juridique, mais en même temps, on ne peut pas échapper, je dirais, aux conséquences politiques de telle ou telle décision. Le 23 juillet 2008, la révision constitutionnelle a donné une nouvelle dimension au Conseil constitutionnel. Celui-ci verra ses pouvoirs élargis et pourra se prononcer sur des textes de loi même plusieurs mois après leur promulgation. Il pourra également être indirectement saisi par les citoyens via la Cour de cassation ou le Conseil d'État, une façon de démocratiser une vénérable institution. Voilà, et ne ratez pas lundi une journée spéciale sur notre antenne consacrée à cet anniversaire. À l'étranger, 6 Français pris en otage au Cameroun. Au total, 10 personnes qui travaillent pour une compagnie pétrolière ont été enlevées par un groupe rebelle la nuit dernière. Les rebelles qui menacent d'exécuter les otages d'ici lundi. Et puis la situation toujours très tendue au Congo après l'offensive des rebelles sur la ville de Goma. Bernard Kouchner doit arriver tout à l'heure à Goma justement et à Kinshasa avec son homologue britannique. Face au drame humanitaire, l'Europe est pour l'instant toujours réticente à engager des troupes. Paris et Bruxelles souhaitent envoyer un contingent de 1500 hommes pour soutenir la mission de maintien de la paix de l'ONU, déjà sur place. L'ONU qui accuse les soldats de l'armée régulière congolaise de meurtres, de viols et de pillages. Et puis le compte à rebours a commencé, J-4 avant les élections américaines. Et ce soir, c'est le dernier épisode de notre feuilleton dans l'Ohio. L'Ohio, un État clé dans la campagne. C'est aussi un État qui a payé un lourd tribut à la guerre en Irak. 166 soldats y ont laissé leur vie. Pour leur famille, ce conflit est l'enjeu principal de cette élection. Reportage Thomas Raguet, Caroline Delage. C'est lui, en Irak. Voici la médaille qu'il a reçue pour être tombé au champ d'honneur. Et ça, c'est le drapeau qui recouvrait le cercueil. Paul a perdu son fils en août 2005, disparu avec l'ensemble de son unité dans l'explosion d'une mine. Paul et sa femme Rosemary font partie d'une association anti-guerre dont les membres se retrouvent régulièrement. Tous veulent voir les Boys rentrer au plus vite d'Irak. Ils voteront donc Obama. Cette guerre est illégale et immorale, tout comme celle du Vietnam. J'ai été élevé par un républicain, mon père, l'homme qui a vécu ici. Il était républicain, convaincu. Mais je vous garantis que s'il avait été vivant quand son petit-fils a été tué, il aurait voté pour Obama. Je ne veux pas voir d'autres mères se faire du souci. Je ne veux pas voir d'autres fils revenir comme le mien. Mon fils souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et cela a bouleversé notre vie à tous. Pour ces familles, la guerre n'a pas simplement pris leurs enfants, elle a aussi plongé leur pays dans le chaos. L'économie est liée en grande partie à la guerre. L'argent que l'on dépense là-bas pèse terriblement sur notre budget. Tout est lié et je suis surprise de ne pas entendre plus de gens en parler. Sam, l'ancien combattant de la guerre de Corée, lui, subit de plein fouet la crise. Il a perdu la moitié de l'argent qu'il avait investi dans un fonds de pension. Mais comment vous allez faire pour vivre? Il faut que je me trouve un job à temps partiel. Je peux vous demander quel âge vous avez? 76 ans. Plus de 4000 soldats américains ont péri en Irak depuis le début de la guerre. Le conflit, lui,
a coûté plus de 560 milliards de dollars. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans 5 jours, nous connaîtrons peut-être le nom du futur président des États-Unis. On en parle tout de suite avec nos invités. Il nous ont rejoint autour de ce plateau. Je vous présente Paul Shore, il est universitaire et spécialiste de la société américaine. Madame Cynthia Gora-Gobin, vous êtes directrice de recherche au CNRS, également géographe, spécialiste de la géographie américaine. Jérôme Sainte-Marie, sondeur de l'Institut de sondage ISAMA. Et notre consoeur de Public Sénat, Caroline Delage, dont on vient de voir le reportage dans l'Ohio. Nous reviendrons sur cet état clé, n'est-ce pas, de l'Ohio. Alors on a pu le voir dans votre reportage, Caroline, ces anti-guerres, est-ce qu'ils votent dans l'Ohio pour Barack Obama ? Alors c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que la plupart des Américains qu'on a rencontrés trouvent que cette guerre est illégale, qu'elle est immorale, indécente, que les Américains n'ont pas à aller imposer un modèle à un autre pays comme ça. Et ceux-là, oui, ils votent Barack Obama, évidemment, ils sont pour le retrait des troupes le plus tôt possible. Mais il y en a quand même encore qui défendent la guerre, Bon, ils admettent que George Bush, il a peut-être pas dit toute la vérité, c'est vrai, mais il a essayé de nous protéger contre le terrorisme, et il fallait y aller de toute façon. Et puis même s'il fallait pas y aller, même si c'était une erreur, il faut finir le job, c'est ce qu'ils disent pour la plupart d'entre eux. Certains même ont perdu leur fils là-bas, et ils continuent à dire qu'il faut terminer le boulot parce qu'ils veulent pas que leur fils soit mort en vain. Oui, justement, vous le disiez, les choses ne sont peut-être pas aussi simples que ça, puisque les deux candidats sont plus ou moins pour un retrait des troupes en Irak. À plus ou moins longue échéance, c'est la différence. Mais c'est vrai que ce qui marque beaucoup les anti-guerres, c'est que Barack Obama, lui, s'est toujours fermement opposé à la guerre depuis le premier jour et qu'il est pour le retrait. Bon, alors il va falloir que ça va prendre plusieurs mois, mais en tout cas, il est pour le retrait immédiat des troupes. Alors, on le voit bien dans votre reportage, la crise économique est très présente. Est-ce qu'elle pèse sur la campagne? Est-ce que vous l'avez senti dans cet état de l'Ohio? On reviendra d'ailleurs sur cet état clé de l'Amérique. La crise économique, elle est absolument omniprésente. Pas une rencontre, pas une interview, pas un personnage qui n'en parle pas, que ce soit les jeunes, que ce soit, vous l'avez vu, Sam, le retraité qui a 76 ans, qui est obligé de se remettre à travailler. Ça fait 10 ans qu'il n'a plus travaillé et là, il est obligé de retrouver un job à 76 ans parce qu'il a perdu la moitié de sa pension de retraite à cause de cette crise. C'est absolument capital. C'est le sujet numéro 1. Tout le monde en parle, même ceux qui ont une préoccupation très particulière. On est allé chez des fermiers en pleine campagne de l'Ohio. Lui, Jim, celui qu'on a rencontré, ce qui le préoccupe le plus, c'est ses armes. Il en a 60. Il veut pas voter pour Barack Obama, surtout pas parce qu'il a peur qu'Obama lui retire ses armes. Mais malgré tout, eh bien, le sujet le plus important pour lui, c'est l'économie. Et les jeunes, pareil, tous ceux qu'on a rencontrés, évidemment, la crise est omniprésente. Et on l'a vu, on l'a touché du doigt, cette crise. Vous savez, on parle beaucoup de la crise des subprimes. Cleveland, c'est un peu l'épicentre de ce désastre immobilier américain. Il y a des quartiers comme Slavic Village où on s'est baladé, 1 maison sur 2 est murée, la moitié de la population est partie. C'est vraiment, on l'a vu, on l'a touché du doigt. Oui. Alors justement, pour en revenir à cette campagne, à qui les Américains font-ils plus confiance pour régler ce problème économique, cette crise ? Je dirais Barack Obama, mais là encore une fois, c'est pas aussi simple que ça. Par exemple, les ouvriers, ces cols bleus qu'on dit évidemment très démocrates, qui soutiennent massivement Barack Obama. Alors c'est vrai, les syndicats, oui, soutiennent massivement Barack Obama. Mais après, quand on va interroger la base des ouvriers, chacun d'entre eux, c'est beaucoup plus nuancé. Nous, on est allé sur le parking d'une usine Ford qui va fermer l'année prochaine. Et là, les ouvriers, certains vous disent oui, je vais voter Barack Obama. Certains vous disent, vous savez, j'ai entendu des choses pas très nettes sur Barack Obama. Il y a une campagne de diffamation contre lui et ça prend beaucoup. Merci Caroline, on pourra voir votre reportage dès demain soir à partir de 10h sur Public Sénat. Madame Cynthia Gora-Gobin, vous êtes géographe, on parlait de l'Ohio. L'Ohio, est-ce qu'on peut dire que c'est un concentré des États-Unis ? Oui, effectivement, on peut employer cette expression. L'Ohio représente en fait le Midwest et le Midwest, c'est l'âme américaine. Alors, ce qui est intéressant quand on pense à l'Ohio, c'est quand on regarde, on observe les cartes qui ont été faites par les instituts de sondage d'opinion aux États-Unis entre la carte qui remonte au printemps et à l'été 2008 et la carte actuelle. Alors, quelle différence ? Voilà, la différence, c'est qu'à l'époque, il y a quelques mois, l'Ohio se trouvait dans la catégorie des swing states, donc de ces États indécis, on ne savait pas où je dirais, situer cet État. Et voilà qu'à l'heure actuelle, on nous dit, mais a priori, je dis bien, cet État penche du côté de Obama. La bataille n'est pas gagnée, mais
Alors, est-ce que ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'Ohio représente ce qui se passe dans le reste des États-Unis? Je pense que c'est difficile tout de suite de répondre à cette question. Est-ce que justement il existe une géographie du vote? On sait qu'il y a des villes pro-Obama, des campagnes plutôt pro-McCain. Est-ce qu'on peut déterminer comme ça? Oui, alors pour aller très vite, très vite, on peut dire que la dynamique interne à chacun des États fédérés, repose sur cette dissociation, différence entre les villes, les campagnes, mais aussi les banlieues et le périurbain. Alors, pour aller très vite, c'est ce qu'on a observé au cours des différentes élections présidentielles, c'est que les villes et dans une certaine mesure les habitants des banlieues votent pour le Parti démocrate, alors que le périurbain, c'est-à-dire, vous savez, ces maisons individuelles très éloignées des centres-villes et des banlieues, ont tendance à voter pour le Parti républicain et bien entendu les campagnes. Alors pour expliquer ça aussi très rapidement, généralement on fait référence aux services publics. C'est que les habitants des villes et des banlieues ont l'habitude, savent qu'ils ne peuvent pas survivre sans les services publics, alors que les habitants du périurbain et des campagnes, généralement, ne sont pas les usagers du service public. Or, pour aller aussi très simplement, le Parti démocrate a tendance à défendre les services publics. Jérôme Sainte-Marie, j'imagine que vous étudiez cette géographie du vote américain. Oui, absolument. Enfin, actuellement, c'est vrai que ça a perdu un peu de son intérêt. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, le dernier sondage disponible à ma connaissance donne, pas la géographie, hein, mais en tout cas par rapport au pronostic, donne 52% d'intention de vote pour Barack Obama contre 39% pour son concurrent républicain. À ce niveau-là, on voit toutes sortes d'États, c'était dit à l'instant, qui autrefois focalisaient l'attention, dire est-ce que ça peut évoluer ou pas. D'après le dernier relevé de l'Associated Press, on a aujourd'hui 296 votes de grands électeurs pour Barack Obama qui semblent vraisemblables, qui ne sont pas acquis bien entendu. 163 semblent vraisemblables pour John McCain et il reste 88 votes qui sont indécis. Si on additionne les votes vraisemblables pour John McCain et les votes indécis, dans des États comme par exemple le Missouri, etc., ou la Floride, où actuellement la concurrence est forte. Voteraient McCain. Voilà. Et si on additionne les indécis et les votes vraisemblables pour McCain, on aboutit malgré tout à une victoire de Barack Obama. Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui aux sondages? Il y en a beaucoup. On dit que les sondages, l'écart se resserre au fil des jours. Alors bon, les États-Unis, c'est le pays des sondages. Ils ont inventé ça en 36. Il y en a énormément. D'ailleurs, c'est un peu confus à suivre parce qu'il y a beaucoup de sondages qui sont faits exclusivement dans un État ou dans quelques États stratégiques et qui sont donnés sans forcément beaucoup d'avertissement. On nous parle d'un effet Bradley, mais d'après les dernières études, l'effet Bradley ne se vérifie pas. L'ancien maire noir de Los Angeles. L'effet Bradley semble être un mythe. Alors c'est vrai que Barack Obama est devenu très convenable. Aujourd'hui, il est défendu par le big business, par The Economist, par tous les grands titres. Donc effectivement, c'est très facile de dire qu'on vote Barack Obama. D'après ce que j'ai lu, des études universitaires qui ont été faites là-bas, il n'y aurait pas d'effet Bradley, donc pas d'effet de masque en quelque sorte. Voilà, c'est-à-dire que les électeurs auraient tendance à ne pas dire qu'ils vont voter McCain et dans la mesure où ils sont en fait et au dernier moment à voter pour McCain par un espèce de réflexe raciste, disons-le, de dernière minute. Ça semble pas du tout se vérifier. Et ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est que les démocrates sont plus prompts à répondre aux sondages. Beaucoup de républicains disent oui, mais les démocrates ils disent beaucoup pour qui ils votent. Nous, les républicains, on est plus dans la retenue. On répond pas forcément aux sondages, ça nous intéresse pas, donc il faut pas s'y fier. Alors c'est vrai que maintenant on arrive au niveau global à un écart de 13 points. Donc quel que soit les effets, celui-ci, l'effet Bradley ou autre chose, on voit mal quand même comment il pourrait y avoir un tel accident industriel. Le dernier exemple, à ma connaissance, ça a été l'élection surprise de Truman contre Humphrey au lendemain de la guerre. Mais depuis, il n'y a pas eu de grosses bavures dans les sondages américains. Alors il y a un phénomène nouveau qui s'est un petit peu enclenché ces derniers jours, c'est le soutien des journaux américains pour l'un ou l'autre candidat. Plus de 50 journaux aujourd'hui soutiennent ouvertement Obama et 16 autres soutiennent McCain. Alors pour Obama, il y a des gros médias, le Washington Post, le Chicago Tribune en particulier. Est-ce que ce genre de soutien des médias américains peut avoir eu une influence, Paul Shore? Oui, non, je pense que le soutien des journaux peut influencer un certain nombre d'électeurs. C'est d'autant plus intéressant dans le cas du Chicago Tribune que c'est un journal qui a toujours été proche des républicains. Bon, il faut aussi dire que Obama est le candidat local,
Mais pour mesurer l'ampleur de la vague Obama, on peut voir que, et je crois que ça c'est une première, un des principaux journaux d'Alaska a dit qu'ils appelaient à voter Obama en donnant comme raison le choix de la vice-présidente par McCain, en disant qui est quand même gouverneur de l'Alaska, qu'elle n'était pas compétente. Mais est-ce que c'est un phénomène qui peut avoir de l'influence, cet adoubement justement par les journaux, par les grands journaux du pays? Pour l'élection présidentielle, c'est peut-être moins fort que pour un certain nombre d'autres élections, parce que les Américains vont voter pour beaucoup de choses le même jour, et c'est vrai que souvent les journaux les aident à se retrouver dans le choix du vote. Mais je pense que ça peut peser, mais on a aussi un certain nombre d'autres signes qui indiquent, je pense, dans quel sens va la dynamique. C'est la panique chez les républicains qui sont en train de dire, notamment par exemple Froome, un ancien conseiller stratège du Parti républicain, qui a dit aux républicains qu'il fallait couper les robinets à McCain, que c'était de l'argent jeté par la fenêtre et qu'il fallait le remettre sur les candidats au Sénat et au Congrès, disant il faut sauver les meubles. Et ils sont déjà en train de chercher les boucs émissaires pour la défaite. Donc c'est... Jérôme Satmari. Oui, par rapport à cette question du soutien par la grande presse, et la grande presse économique, la presse de l'élite, à Barack Obama, ça aurait pu avoir un effet finalement inverse à celui attendu, comme on l'a vu parfois en France, par exemple, au moment des référendums, où il y avait un effet de refus de l'électorat face à cette prescription par la presse. Là, à mon avis, ça semble un peu différent, mais je parle sous le contrôle des spécialistes des États-Unis, à la mesure où il me semble que depuis la fin septembre, depuis la crise, la bataille se joue essentiellement sur la crédibilité présidentielle, et que de ce point de vue-là, le rebond républicain en septembre, lors de la désignation de Sarah Palin, a été totalement éphémère, à la mesure où aujourd'hui, elle n'est pas jugée crédible comme présidente de la République, comme présidente à la place donc de McCain s'il devait arriver à décéder, par 56% des Américains, et qu'aujourd'hui, cette bataille de la crédibilité semble totalement perdu par McCain et gagné par Barack Obama, ce qui était loin d'être joué il y a encore quelques mois. Et il y a des adoubements qui ont une influence. Je pense à Colin Powell parce que il a déclaré son soutien à Barack Obama pendant qu'on était nous dans l'Ohio et on était dans une famille républicaine justement quand à la télé il a déclaré. Quelle a été la réaction? Et alors vraiment elle a dit oui, Colin c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, son opinion a une très grande influence sur moi, il pourrait m'influencer à voter pour Barack Obama. Finalement, lequel des deux candidats a fait la meilleure campagne? Je pense que c'est clairement Obama, parce il a fait des choix qui ont semblé très risqués au départ, qui étaient de immédiatement se placer dans les États républicains, les États qu'on pensait qu'ils ne basculeraient jamais. Donc il a porté le fer là où il fallait, d'après vous. Oui, avec un effort de mobilisation, d'envoyer des volontaires, de mettre de l'argent. Et donc il a tout de suite été sur l'offensive. À partir du moment où McCain a renoncé au Michigan, je pense que ça indiquait déjà beaucoup de choses. Alors je suis curieuse, mais j'aurais voulu savoir en fait si Obama a inclus dans sa campagne les campagnes et zones rurales et comment il s'est organisé pour leur parler. Ça m'intéresserait énormément. Vous voyez, parce que je pense que le débat, je dirais, on ne présente pas une idée de la même manière à un public, je dirais, habitant dans les villes, à un public habitant dans les banlieues, à un public habitant dans les campagnes. Alors ça, ce serait intéressant. C'est vrai que la campagne, vous le disiez tout à l'heure, c'est beaucoup passé par le biais d'Internet. Alors là, vraiment, ça, ce serait intéressant de voir comment, je dirais, il a pu exprimer ses idées. En tout cas, Obama avait beaucoup d'argent. Il l'a encore prouvé il y a quelques jours avec ses spots publicitaires, ses émissions de télévision achetées sur la quasi-totalité des chaînes américaines. Ça, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Si Obama devait être élu, ce serait difficile à interpréter d'un point de vue politique, en tout cas pour les politiques français, dans la mesure où on ne sait pas très bien ce que signifie voter Obama aujourd'hui. C'est voter pour peut-être pour les minorités, c'est voter pour un programme qui paraît social par certains aspects, mais c'est aussi voter pour la grande finance, c'est aussi voter pour celui qui dépense le plus d'argent dans sa campagne. C'est extrêmement ambigu, en tout cas dans son enseignement pour la France. L'argent récolté par Barack Obama vient essentiellement de petits donateurs. Oui, mais c'est pas... Est-ce que les Américains s'identifient aujourd'hui à Barack Obama? Est-ce que Barack Obama peut être le leader? C'est un terme qui revient souvent dans cette campagne. Oui. Alors moi je n'utiliserai peut-être pas le terme de leader, mais j'utiliserai le fait que pour les Américains, Obama illustre en fin de compte une certaine révolution culturelle qui s'est passée dans ce pays de manière soft, c'est-à-dire quand on pense que dans les années 50-60, je dirais, pour être un noir aux États-Unis, dans une ville, c'était difficile, et un demi-siècle après, voilà un candidat. Donc ça illustre, je dirais, leur
avancé, ils sont en mesure, je dirais, d'évaluer le progrès qu'ils ont fait. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui les Américains sont tournés vers l'avenir et non plus vers le passé, malgré les difficultés, malgré le bilan de George Bush? Ben, on pourrait dire que s'ils décident d'élire Obama plutôt que McCain, là il y a aussi la question de génération et d'âge qui joue. Et je pense que Obama représente quand même aussi ça, le fait qu'il est un candidat quand même très jeune. Et effectivement, il parle beaucoup de l'idée du futur, de se retrouver. Caroline? Oui, juste, je voulais vous raconter une anecdote parce qu'on était dans une famille afro-américaine et Vicky, donc le personnage, nous raconte, vous savez, il y a une expression, on dit souvent en plaisantant, quand les poules auront des dents, ça arrivera quand les poules auront des dents, ou quand il y aura un noir à la Maison Blanche. Ouais. Ça, c'est l'expression, voilà. Et elle dit, eh ben, c'est en train d'arriver, ça pourrait juste arriver, et ça, c'est vraiment incroyable. Ils n'arrivent pas à y croire. Et donc, justement, vous avez senti les Américains plutôt optimistes sur leur avenir? Très inquiets, mais au fond d'eux, et c'est ça qui est très attachant, je trouve, chez les Américains, c'est qu'ils ont un fond d'optimisme et de fierté. Ils aiment tellement leur pays, ils sont fiers d'être Américains, malgré la crise économique, malgré la guerre en Irak. Cette fierté, vous l'avez rencontrée aux États-Unis? Oui, ils sont fiers d'être Américains, et justement, Obama illustre leur fierté, leur avancée, je dirais. Bien entendu, et puis ils sont toujours, moi je dirais, en dépit, je dirais, de toutes les difficultés, le tempérament américain est quand même, je dirais, se projette dans l'avenir. Sa capacité de projection est très intéressante de ce peuple américain. Eh bien, en tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous ce soir pour parler des élections américaines. Caroline Delage, on pourra voir votre documentaire que vous avez réalisé avec Thomas Raguet. Hein. C'est demain soir, samedi, à partir de 22h, avec cette rencontre avec les électeurs de l'État de l'Ohio aux États-Unis. Vous ne manquerez pas non plus notre nuit américaine sur Public Sénat, la nuit de mardi à mercredi, à partir de 3h du matin jusqu'à 9h, avec de très nombreux invités pour suivre en direct cette élection majeure aux États-Unis. Tout de suite, la suite de nos programmes, bien sûr, Bibliothèque Médicis, quelle heure est-il là-bas? C'est le thème de l'émission de Jean-Pierre Elkabbach, présenté par Jean-Pierre Elkabbach, qui reçoit ce soir, entre autres, Luc Ferry et Serge Gruzinski. Merci à tous, très bon week-end à vous.